Mi-février 1943, le maréchal Erwin Rommel était assis dans son poste de commandement près de la frontière tunisienne, écrivant une lettre à sa femme Lucie. Ses forces venaient de défoncer les positions américaines au col de Kasserine. À l'extérieur, l'Africa Corps célébrait la victoire. À l'intérieur, Rommel analysait ce qu'il avait appris sur les Américains. La lettre était brutale. Rommel écrivit que les Américains étaient mous, manquaient de formation appropriée, et leurs officiers commettaient des erreurs amatrices qui les auraient fait traduire en cours martial dans n'importe quelle armée européenne. Rommel venait de voir les forces américaines se briser et fuir au col de Kasserine. Plus de 6000 victimes américaines en 6 jours. Des bataillons entiers se rendirent, des équipements abandonnés sur le champ de bataille. C'était le genre d'effondrement que Rommel avait vu chez les Français en 1940. Les Américains n'ont pas seulement perdu à Kasserine, ils ont été humiliés. Les soldats qui avaient grandi en écoutant des histoires d'héroïsme de la Première Guerre mondiale se demandèrent soudainement s'ils étaient faits pour cela. Rommel ne voyait pas seulement une ouverture tactique, il pensait être témoin de l'esprit américain qui se brisait en temps réel. Il écrivit à Lucie que si l'Allemagne pouvait lancer une autre offensive dans les semaines suivantes, elle pourrait repousser les Américains à la mer avant qu'ils n'apprennent à se battre correctement. L'évaluation fut partagée avec Berlin. Exploiter la faiblesse américaine immédiatement. Ne pas leur donner le temps de s'adapter. L'évaluation de Rommel n'était pas basée sur des préjugés. Elle était basée sur les performances observées. Au col de Kasserine, les forces américaines avaient à démontré plusieurs défaillances critiques. Leur commandant positionnait mal les unités. La discipline radio s'effondra sous la pression. La coordination entre l'infanterie et les blindés était inexistante. Quand les forces allemandes attaquèrent, les unités américaines se retirèrent sans ordre, créant une panique en cascade. Le commandant du 2e corps américain, le général de division Lloyd Fredendall, avait établi son quartier général dans un canyon, à 110 km derrière les lignes de front. Il communiquait par radio et téléphone sans voir le champ de bataille. Ses ordres étaient confus et contradictoires. Les officiers du renseignement allemand compilèrent des rapports détaillés. L'équipement américain était adéquat. Les soldats américains se battaient courageusement quand acculés. Mais la structure de commandement américaine était amatrice. Ce n'étaient pas des soldats qui avaient affronté la Wehrmacht auparavant. Ils apprenaient la guerre en temps réel contre le meilleur de l'Allemagne. Rommel calcula qu'il faudrait aux Américains au moins 6 mois pour corriger leurs problèmes de leadership, probablement 12 mois pour développer une doctrine efficace. Si l'Allemagne frappait à nouveau en mars, les résultats seraient similaires à Kasserine. La doctrine blindée allemande avait fait ses preuves contre tous les adversaires depuis 1939. Concentrer une force supérieure en un point faible, percer avec des têtes de pont blindées, exploiter la percée avec des formations mobiles, forcer l'ennemi à se retirer ou à être encerclé. Cette doctrine avait anéanti les armées françaises en 6 semaines. Elle avait détruit les armées soviétiques en 1941. Elle avait repoussé les forces britanniques guerre à travers l'Afrique du Nord 2 fois. La formule fonctionnait parce que la plupart des armées se battaient défensivement, essayant de tenir des lignes que la mobilité allemande pouvait contourner. Le col de Kasserine avait prouvé que les Américains se battaient de la même manière. Ils établissaient des positions défensives et attendaient d'être attaqués. Quand les blindés allemands se concentraient contre les secteurs faibles, les forces américaines se retiraient plutôt que de contre-attaquer. Rommel étudia le terrain autour d'El Guettar en Tunisie centrale. C'était parfait pour une autre démonstration. Si les forces allemandes attaquaient là à la fin mars, elles attraperaient mort les unités américaines encore en train de se rétablir de Kasserine. L'avantage psychologique seul serait décisif. Berlin approuva l'évaluation de Rommel. Une offensive de plus briserait complètement le moral américain. Ensuite, l'Allemagne pourrait redéployer les forces pour faire face aux Britanniques, tandis que les Américains rapatrieraient leur armée vaincue. Le renseignement allemand rapporta un changement de commandement au début mars. Le général de division, George S. Patton Jr., avait assumé le commandement du 2e corps le 6 mars 1943, le même corps qui s'était effondré à Kasserine.
quand Patton arriva au quartier général du 2e corps, l'atmosphère changea avant même qu'il ne parle. Il arriva dans un convoi de motos avec sirènes hurlantes, portant ses célèbres revolvers à crosse d'ivoire. Il n'émit pas seulement des ordres, il émit un ultimatum. L'époque de l'Américain mou était révolue. Patton força les hommes à porter des cravates et des casques réglementaires dans la chaleur du désert, non par vanité, mais pour leur rappeler qu'ils étaient des professionnels, pas des réfugiés vaincus. Les officiers qui arrivaient sans uniforme approprié étaient condamnés à l'amende sur place. Les soldats qui ne saluaient pas étaient réprimandés publiquement. Un général ne pouvait pas corriger les problèmes systémiques en 3 semaines. C'était l'évaluation allemande. Patton pourrait améliorer légèrement le moral. Il pourrait imposer une meilleure discipline, mais il ne pouvait pas enseigner à un corps entier une nouvelle doctrine en moins d'1 mois. La santé de Rommel se détériorait. Ses les maux d'estomac et son épuisement s'aggravaient. Mais son esprit tactique était vif. Il examina le plan d'attaque d'Elgetar une dernière fois avant de confier le commandement opérationnel au général Hans-Jürgen von Arnim. Le plan supposait des tactiques défensives américaines. Le plan supposait l'hésitation américaine sous la pression. Le plan supposait que 3 semaines n'étaient pas suffisantes pour transformer une armée. Chaque supposition était logique, basée sur l'expérience allemande contre tous les autres adversaires. Le 22 mars 1943, les forces allemandes se préparaient à attaquer les positions américaines près d'Elgetar. L'ordre de bataille allemand incluait la 10e division Panzer avec des chars Mark V et la division Centauro italienne expérimentée. Les commandants allemands briefèrent leurs unités sur les réponses américaines attendues. Les Américains se défendraient depuis des positions fixes. Quand les blindés allemands se concentreraient, les Américains appelleraient un soutien aérien qui pourrait ne pas arriver. Si la pression augmentait, les Américains se retireraient comme à Kasserine. Les chars allemands avaient une puissance de feu et une protection blindée supérieure. Les canons allemands de 75 mm pouvaient pénétrer l'armure Sherman à 2000 mètres. Les canons Sherman devaient se rapprocher à 500 mètres pour une pénétration efficace. L'avantage technique en puissance de feu était décisif en terrain désertique ouvert. L'artillerie allemande prépara des plans de tir pour supprimer les positions américaines. L'opération entière était conçue pour exploiter ce qui avait fonctionné à Kasserine. Le 23 mars 1943, l'aube se leva sur Elgetar. Les forces allemandes avancèrent, s'attendant à une autre victoire. Elles étaient sur le point de découvrir que 3 semaines suffisaient pour changer tout ce qui importait. L'attaque allemande commença à 6 heures du matin. Les éléments de tête de la 10e division Panzer se dirigèrent vers les positions américaines tenues fermes par la 1re division d'infanterie, la grande division rouge. La visibilité était bonne, le terrain était favorable, tout correspondait au plan opérationnel. Puis l'artillerie américaine ouvrit le feu. Pas des tirs de réglage, pas des tirs dispersés, des salves coordonnées à temps sur objectif qui frappaient plusieurs batteries allemandes simultanément. Chaque canon du 2e corps pouvait concentrer son feu sur un seul point à la même seconde exacte. Ce niveau de coordination d'artillerie était quelque chose que les forces allemandes, s'appuyant encore fortement sur l'artillerie tirée par des chevaux, ne pouvaient pas reproduire. La précision était choquante, le volume était dévastateur. Les chars allemands prirent des coups directs. Les opérateurs radio entendirent des appels urgents des unités d'infanterie demandant une évacuation médicale. Les Américains n'étaient non pas supprimés. Ils tiraient en retour avec une précision qui suggérait des observateurs avancés, professionnels et des équipes d'artillerie expérimentées. La 10e division Panzer continua d'avancer. C'était une résistance attendue. Les Américains se briseraient sous une pression soutenue. Les commandants allemands ordonnèrent aux unités de traverser l'artillerie et de se rapprocher des positions américaines. Les destroyers de chars américains ouvrirent le feu depuis des positions camouflées. Les Mark V allemands commencèrent à prendre des tirs de flanc. Les Américains ne se défendèrent pas depuis des positions évidentes. Ils avaient positionné les armes anti-chars pour créer des tirs croisés qui rendaient de Pesy les blindés allemands vulnérables, quel que soit l'affrontement. À 9 heures du matin, les forces allemandes avaient été pénétrées 2000 mètres dans les positions américaines.
C'était normal pour une offensive, mais les Américains ne se retiraient pas. Ils menaient des retraites combattantes vers des positions secondaires préparées. Pour les hommes de la première division d'infanterie, El Guettar n'était pas seulement une bataille, c'était une exorcisation. C'étaient les mêmes soldats qui avaient été humiliés au col de Kasserine. Alors que la 10e division Panzer se dirigeait vers eux, la grande division rouge ne cherchait pas une sortie. Ils regardaient leur viseur. Ils avaient à échanger leur peur contre une rage professionnelle froide. Les interceptions radio allemandes captèrent les communications américaines. Le ton était professionnel et calme. Les officiers donnaient des ordres tactiques clairs. Les unités rapportaient les positions et coordonnaient les champs de tir. Ce n'était pas le bavardage radio paniqué de Kasserine. L'infanterie américaine tint les positions sous le feu allemand jusqu'à ce qu'on lui ordonne de se retirer. Quand il se retirait, il se déplaçait vers de nouvelles positions et reprenait le combat. Ils ne couraient pas. Ils exécutaient des retraites tactiques qui préservaient la cohésion des unités tout en rendant les avances allemandes coûteuses. La division Centauro italienne sur le flanc droit allemand rapporta une résistance féroce. Le tir de riposte américain épinglait leur infanterie. Quand les unités italiennes avancèrent, les positions de mitrailleuses américaines ouvrirent le feu depuis des champs de tir qui se chevauchaient. Les Américains avaient dû préparer le champ de bataille correctement. À midi, l'avance allemande s'était arrêtée à 3000 mètres. Ce n'était pas la percée que le col de Kasserine avait mené les commandants allemands à attendre. Le général Hans-Jürgen von Arnim commandait les forces allemandes en Tunisie après le départ de Rommel. Il reçut des rapports d'El Guettar à son quartier général. L'attaque n'atteignait pas les objectifs. La résistance américaine était organisée et efficace. Les pertes augmentaient sans effondrement américain correspondant. Cela ne correspondait pas à l'évaluation du renseignement. Von Arnim étudia les rapports tactiques avec une préoccupation croissante. Quelque chose de fondamental avait changé. Les Sherman étaient toujours surpassés par les blindés allemands. Le terrain n'était pas dramatiquement différent de Kasserine, mais les Américains se battaient avec une coordination et une agressivité que les commandants allemands n'avaient pas anticipées. Les interceptions radio révélaient des officiers américains donnant des ordres tactiques, confiants. L'artillerie concentrait le feu avec une précision dévastatrice. L'infanterie contre-attaquait au lieu de se retirer. Ce n'était pas la force démoralisée d'il y a 3 semaines. Le 24 mars, von Arnim recommanda d'annuler l'offensive. Les pertes allemandes étaient importantes sans réaliser la percée. Les Américains étaient trop forts dans leurs positions actuelles. L'attaque fut suspendue et les forces allemandes se retirèrent. Le renseignement allemand travailla pour comprendre ce qui s'était passé à El Guettar. Ils interrogèrent les soldats américains capturés. Ils étudièrent les documents récupérés du champ de bataille. Ils devaient savoir ce qui avait créé la transformation. Les Américains n'avaient pas reçu de nouvel équipement. Ils n'avaient pas reçu de renforts importants. Ils n'avaient pas entraîné pendant des mois dans de nouvelles tactiques. Le changement s'est produit en 21 jours sous le commandement de Patton. La méthode de Patton était simple mais radicale. Premièrement, purge du leadership. Il renvoya les officiers qui hésitaient. Il promut les hommes qui attaquaient. Les postes de commandement allaient aux officiers qui comprenaient que la vitesse et l'agressivité gagnaient les batailles. Deuxièmement, révolution doctrinale. Chaque unité apprit à contre-attaquer immédiatement quand elle était attaquée. L'artillerie concentrait le feu pour réaliser des effets écrasants au point décisif. La défense signifiait des patrouilles agressives et des attaques de perturbation jamais latentes, passives. Troisièmement, transformation psychologique. Patton convainquit les soldats qu'ils étaient supérieurs à leur ennemi, non par des discours, mais par un entraînement qui récompensait l'agressivité et punissait la prudence. Les unités qui performaient bien recevaient une reconnaissance publique. Les officiers qui échouaient étaient relevés immédiatement. Le corps entier apprit une leçon. L'attaque réussit, l'hésitation échoue. Les commandants allemands analysèrent ce qu'El Guettar révéla sur les capacités américaines. Les Américains avaient adopté une doctrine qui neutralisait les avantages tactiques allemands. La doctrine allemande reposait sur les blindés, concentrés, perçant les points faibles. La doctrine américaine répondait avec des armes anti-chars mobiles, positionnées pour créer des tirs croisés.
Les avances allemandes devenaient coûteuses, quelle que soit la supériorité blindée. La doctrine allemande supposait que les défenseurs se retireraient sous une pression soutenue. La doctrine américaine enseignait les contre-attaques immédiates qui perturbaient l'élan allemand. Ce qui ressemblait à une victoire devint soudainement une lutte pour la survie. La doctrine allemande mettait l'accent sur la supériorité technique et l'excellence tactique. La doctrine américaine mettait l'accent sur la coordination et la puissance de feu écrasante. Les Allemands se vantaient de la compétence individuelle du commandant de char. Les Américains répliquaient avec la puissance industrielle des frappes d'artillerie à temps sur objectif. C'était une symphonie mécanique de violence. Pour l'infanterie allemande, c'était comme si le ciel tombait. Ils ne se battaient pas contre des soldats individuels. Ils se battaient contre une machine coordonnée qui avait finalement trouvé son rythme. Les Américains n'essayaient pas d'égaler les avantages techniques allemands. Ils rendaient nostro les avantages techniques sans pertinence par une coordination supérieure. Rommel avait écrit des évaluations révisées avant de quitter la Tunisie. Les Américains avaient appris plus vite que n'importe quel adversaire auquel l'Allemagne avait fait face. Ils avaient identifié leurs faiblesses à Kasserine et les avaient corrigées en 3 semaines. Toute offensive future contre les forces américaines nécessiterait considérablement plus de ressources et des tactiques différentes. Le 6 mars 1943, 2 événements critiques se produisirent simultanément. En Tunisie, Rommel lança sa dernière offensive en Afrique du Nord à Médonine contre la 8e armée britannique. L'attaque fut un désastre d'une journée. Les forces britanniques arrêtèrent les blindés allemands net avec un tir anti-char coordonné. Les pertes allemandes étaient lourdes. L'offensive s'effondra en quelques heures. Ce même jour, George Patton prit le commandement du 2e corps américain. La sortie de Rommel et l'entrée de Patton se produisirent au même moment. Le changement de garde était symbolique. 3 jours plus tard, le 9 mars, Rommel vola vers l'Allemagne en congé de maladie. Sa santé se détériorait, son ictère et son épuisement s'aggravaient. Il ne reviendrait jamais en Afrique. Avant de partir, Rommel écrivit des évaluations mises à jour pour les commandants allemands restant en Tunisie. Le ton avait changé par rapport à ses lettres de février. Il avertit que les forces américaines, sous un nouveau leadership, montraient une amélioration rapide. Toute opération future contre les Américains ne devrait pas supposer qu'ils se briseraient, comme à Kasserine. L'avertissement de Rommel arriva trop tard. L'attaque à El Guettar le 23 mars confirma tout ce qu'il avait prédit. Les commandants allemands qui ignorèrent son évaluation découvrirent que les Américains s'étaient transformés complètement. Mais Rommel était en Allemagne quand ces avertissements furent validés. Le 13 mai 1943, les forces allemandes en Tunisie se rendirent. Plus de 250 000 prisonniers de l'Axe. La campagne nord-africaine était terminée. Les Américains étaient passés de l'humiliation au col de Kasserine à la victoire en Tunisie en moins de 3 mois. Les commandants allemands étudièrent les performances américaines et émis de nouvelles directives tactiques. Ils avertissaient les défenseurs de s'attendre à des tactiques américaines agressives, avec des avances blindées rapides et de l'artillerie concentrée. Les Allemands adaptaient leur doctrine. Quand les forces alliées débarquèrent en Sicile le 10 juillet 1943, ces avertissements s'avérèrent exacts. Les forces américaines sous la 7e armée de Patton avancèrent rapidement le long de la côte ouest. Les forces de Patton atteignirent Messine le 17 août, battant les forces britanniques dans une course qui fit paraître les armes américaines supérieures. Les défenseurs allemands rapportèrent que l'agressivité tactique américaine, combinée à une logistique supérieure, rendait les opérations défensives presque impossibles. Juin 1944, Rommel commandait les forces allemandes défendant la France contre l'invasion alliée. Il déploya une doctrine défensive spécifiquement conçue pour contrer les tactiques agressives américaines. Rommel positionna les réserves mobiles près des plages d'invasion probables. Il savait que les Américains se pousseraient à l'intérieur, rapidement après le débarquement. Les forces allemandes devaient contre-attaquer immédiatement avant que les Américains ne puissent établir l'élan. L'évaluation de Rommel des forces américaines avait complètement changé par rapport à ses lettres de février 1943 se moquant de leur mollesse. Il écrivit maintenant que les Américains s'étaient avérés être beaucoup plus avancés dans leur réflexion tactique que les Britanniques.
Leurs forces combinèrent la supériorité matérielle avec des tactiques agressives qui rendaient la défense statique inefficace. Quand le jour J arriva le 6 juin 1944, les préparatifs défensifs de Rommel furent minés par le refus de Hitler de libérer les réserves Panzer. Mais l'évaluation tactique de Rommel s'avéra exacte. Les forces américaines aux plages d'Utah et d'Omaha se poussèrent à l'intérieur agressivement malgré les pertes lourdes. Rommel comprenait ce que d'autres généraux allemands apprenaient encore. Les Américains n'étaient pas la force molle et mal entraînée qu'il avait vaincue au col de Kasserine. C'était une armée professionnelle avec une doctrine conçue pour exploiter la supériorité matérielle par l'application agressive de la force. Après la reddition de l'Allemagne, les interrogateurs alliés interrogèrent les généraux allemands sur les performances militaires américaines. Le témoignage était cohérent et révélateur. Cela ressemblait à une confession. Quand des hommes comme Hasso von Manteuffel et Albert Kesselring s'assirent dans les salles d'interrogatoire en 1945, un thème récurrent émergea dans leurs notes, un respect réticent, presque surpris. Ils s'attendaient à ce que les Américains soient comme les Français ou les premiers soviétiques, lents à apprendre, faciles à démoraliser. Au lieu de cela, ils trouvèrent un adversaire qui évoluait à une vitesse qui semblait injuste. Le général Hasso von Manteuffel, qui commandait les forces Panzer contre les armées américaines, de 1944 à 1945, déclara que les Américains apprenaient plus vite que n'importe quelle armée à laquelle l'Allemagne avait fait face. Ils identifiaient les faiblesses et les corrigeaient en semaines, pas en mois. Le maréchal Albert Kesselring témoigna que la coordination d'artillerie américaine était la plus efficace qu'il ait rencontrée en 6 ans de guerre. La vitesse avec laquelle les Américains pouvaient concentrer le feu sur les objectifs tactiques rendait la doctrine tactique allemande obsolète. Les généraux allemands soulignaient que la transformation américaine n'était pas une question de meilleur équipement. Les armées soviétiques avaient d'excellents chars. Les forces britanniques avaient des soldats expérimentés, mais les Américains combinaient l'avantage matériel avec une doctrine agressive qui rendait leurs avantages décisifs. Le consensus parmi les professionnels militaires allemands était que les forces américaines en 1945 étaient dramatiquement différentes des forces américaines en 1943. La même armée qui avait perdu au col de Kasserine était devenue l'une des forces de combat les plus efficaces de l'histoire. Ils n'ont pas seulement perdu la guerre, ils ont perdu leur sentiment de supériorité. L'évaluation initiale de Rommel après le col de Kasserine était logique, basée sur l'expérience allemande. Les armées avaient besoin d'années pour développer une doctrine efficace. Les officiers avaient besoin d'une expérience de combat extensive pour diriger efficacement. Les soldats avaient besoin de mois d'entraînement pour se battre professionnellement. Patton prouva que cette évaluation était fausse en 3 semaines. La transformation s'est montrée à El Guettar. Mais il a fallu 90 jours du col de Kasserine en février à la reddition de la Tunisie en mai pour que les commandants allemands acceptent pleinement que l'amélioration américaine était permanente, pas temporaire. Les 3 premières semaines ont changé la doctrine. Les 2 mois suivants ont prouvé que le changement était irréversible. Le 13 mai 1943, quand plus de 250 000 prisonniers de l'Axe se rendirent, les généraux allemands comprirent que les Américains qui s'étaient brisés à Kasserine avaient disparu pour toujours. Le leadership importait plus que l'expérience, la doctrine importait plus que l'équipement, l'état d'esprit agressif importait plus que la supériorité technique. Les Allemands construisirent de meilleurs chars, les Américains construisirent une meilleure doctrine. Quand les deux se rencontrèrent à El Guettar, la doctrine gagna. Elle gagna à nouveau en Sicile, elle gagna en Normandie. Elle gagna à travers la France et en Allemagne. Les 90 jours entre la honte de Kasserine et le triomphe en Tunisie changèrent le cours du siècle. C'était le moment où l'arsenal de la démocratie trouva son épée. Les généraux allemands cessèrent de sous-estimer les soldats américains parce qu'en mai 1943, ils réalisèrent que l'homme de l'autre côté de la tranchée n'était pas un touriste. C'était l'architecte de leur défaite inévitable.